Ben merci, merci, merci. Euh, on est bien d'accord sur le sujet, donc j'ai travaillé sur ce thème et c'est une bonne idée parce qu'il y a une interrogation aujourd'hui sur la place des psychiatres dans la psychiatrie et même dans la prise en charge de la souffrance psychique, pour le dire vite, et même de la santé mentale, puisque vous devez entendre hein, les grandes causes nationales de santé mentale, etc., etc. Il y a de la santé mentale partout. Et il y a de la psychiatrie de moins en moins, à tel point que dans le plan national pour les troubles du neurodéveloppement, le mot psychiatrie a complètement disparu. Il n'était plus du tout mentionné. Donc on voit quand même qu'il y a un courant social autour de ça, et puis beaucoup de collègues se posent la question, parce qu'on est peu nombreux, et on est vieux, à part quelques jeunes qu'il y a ici, la moyenne d'âge des pédopsychiatres en France est au-dessus de 60 ans. Et donc, il va y avoir dans les 5, 10, 15 ans à venir un moment difficile. Et donc, beaucoup de collègues se demandent, ben, si on est moins nombreux, forcément, il va falloir qu'on fasse des choses différentes. Et peut-être que d'autres vont devoir faire ce que l'on fait aujourd'hui, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Et donc, ça invite à se poser la question, ben, quelle est vraiment la place de la pédopsychiatrie dans la prise en charge des adolescents que l'on prend, que l'on soigne ici. Voilà. Et alors, c'est d'autant plus vrai que il y a quelque part l'idée que, a-t-on vraiment besoin de médecins pour soigner des patients psychiatriques? Alors, c'est parce qu'en fait, parce qu'en plus, en psychiatrie, on a les psychologues. On reviendra naturellement largement dessus. Et pour beaucoup de politiciens, et même pas que des politiciens, pour beaucoup de gens, entre un ou une psychologue et un ou une psychiatre, c'est pas si clair que ça, ce que l'un est légitime ou sait faire et ce que l'autre est légitime ou sait faire. Et donc, pour un politique, ben, la question est d'autant plus sensible qu'il y a beaucoup de psychologues en France, il y en a 60 000 à peu près, 10 000 psychiatres d'adultes, 600 ou 700 ou 1000 psychiatres pour enfants et adolescents, donc vous voyez la différence de ratio. Hein. Et donc ils se disent, ben, il y a beaucoup de psychologues, il y a peu de psychiatres, les psychiatres coûtent très cher, les psychologues coûtent beaucoup moins cher, ben, si on tirait le curseur vers les psychologues, ça serait tout bénef, quoi. Et puis, après tout, on pourrait dire, ben, vu qu'il faut à peu près... En fait, pour beaucoup de gens, un psychiatre, c'est un psychologue qui prescrit des médicaments. Mais c'est pas si compliqué que ça de prescrire des médicaments. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'en 6 mois de formation continue, on peut arriver à prescrire des médicaments. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et donc, ben, bon an, mal an, ben, après tout, voilà une solution facile à un problème compliqué. Alors, on pourrait se dire, ben pourquoi pas, d'ailleurs, bien sûr, j'ai un conflit d'intérêt avec cette question, qui est évident. J'essaie de m'en départir et de dire, ben après tout, pourquoi pas. Hein. Alors, il y a un premier élément qui va contre ça, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de psychiatre. Et dans tous les pays du monde, les psychiatres sont médecins. Et ça n'a pas été de soi pendant longtemps. Il y a eu des pays en Amérique du Sud où on a tenté, à l'époque de l'antipsychiatrie, de faire de la psychiatrie sans psychiatre, etc., etc. Eh bien non. Au total, en Chine, il y a des psychiatres, en Afrique subsaharienne, il y a des psychiatres, et ils font à peu près le même métier que nous. Et en pédopsychiatrie, ben, il y a le DSM. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, il y a la classification internationale des maladies, un peu, le DSM beaucoup. Vous voyez, c'est les classifications des maladies, hein. Donc, et on fait à peu près le même job. Et donc, je me suis occupé pendant 4 ans de l'Association internationale de pédopsychiatrie, donc je voyageais dans plein de continents. Ben, en fait, on fait un peu le même métier. On fait un peu le même métier et visiblement, toutes les sociétés, quelque part, ont besoin de nous. Alors que dans toutes les sociétés, il y a des psychologues et des psychiatres. Et donc, c'est intéressant de se demander pourquoi, d'où ça vient. Alors, on va essayer de... assez rapidement, de déconstruire tout ça pour voir du coup où est la place de la psychiatrie et donc du coup où est la place de la psychothérapie et puis comment elle s'articule là-dedans. Et chez l'adolescent en particulier,
parce que c'est aussi un cas qui a ses spécificités. Alors d'abord, donc prenons du recul. J'ai prononcé le mot santé mentale. Donc déjà, il va falloir aborder ce sujet. Et puis même le mot bien-être. Hein, s'occuper du bien-être des adolescents aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Et on interroge, y compris les psychiatres, dans les médias, pour savoir comment il faut faire pour améliorer le bien-être des adolescents. Donc il y a bien-être, santé mentale, mal-être, il y a le mal-être, le malaise. Est-ce que nos patients, c'est juste des adolescents avec du mal-être? Bon, on va voir. Hein. Alors il y a la souffrance, et puis il y a les malades, et puis il y a les maladies. Et donc il y a un flou conceptuel autour de tout ça. Alors, premier mot, le bien-être. Bon, bah, vous voyez à peu près ce que c'est. Quand on est au mois d'août, au bord de la plage, en général, on est bien. Voilà, quand on est avec des amis, qu'on a bu un peu de vin, ou etc., on est bien. C'est le bien-être. Alors, ce qui est curieux, c'est que la santé, vous le savez, et la santé mentale en particulier, c'est du bien-être aussi dans la définition. Vous connaissez la définition de la santé, je ne la redis pas, et c'est une tarte à la crème. Mais la santé mentale, elle est moins connue. Hein. C'est un état de bien-être, de réalisation de soi et d'accomplissement d'un travail productif. C'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, où il y a quand même déjà une petite pointe de tension avec notre éthique, accomplir un travail productif. Hein, ça oriente les prescriptions de Ritaline. Donc, mais il y a le bien-être. Et alors là, c'est très intéressant, c'est qu'il y a un philosophe nord-américain que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Tristram Engelhardt. Donc c'est un monsieur qui s'est converti à l'orthodoxie chrétienne, qui exerce au Texas, qui est très transgressif et qui a écrit un livre qui s'appelle The Foundation of Bioethics, et qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dit des choses qui sont... il est dans la lignée de la philosophie analytique, en tout cas telle que je le vois, c'est-à-dire très rigoureuse dans ses raisonnements, et il arrive à des conclusions décapantes, par exemple qu'il ne peut pas y avoir d'égalité d'accès aux soins dans un pays, c'est juste pas possible. Et en fait c'est juste évident. Ici il y a plein de médecins, bah, si vous faites tout de suite un malaise, il y aura 30 médecins qui vont vous avez un accès aux soins immédiat, alors que si vous êtes dans le Cantal aujourd'hui en train de faire un séminaire ou d'autre chose, eh ben, vous n'aurez aucun médecin à 50 km. Et ça, on ne peut juste pas le changer. Hein. Et moi je suis marié avec une femme médecin, bah, si je suis malade, bah, j'ai pas de problème d'accès aux soins. Voilà. Et donc il dit, on ne peut pas exiger éthiquement une égalité d'accès aux soins. C'est une absurdité. Et il dit, le bien-être et la santé, ça n'a rien à voir, c'est même deux choses complètement différentes, parce que ça obéit à des logiques différentes. Et il dit, c'est comme si un athlète voulait être en même temps un haltérophile et un sprinter. C'est pas le même entraînement, c'est pas la même chose, on peut pas faire les deux en même temps. Et c'est juste évident, tout à l'heure je vous disais, bah, quand on est avec des amis et qu'on a bu un peu de vin, même un peu pas mal, bah, on se sent bien. Bah ouais, mais c'est pas très bon pour la santé. Et d'ailleurs, ben, quand on dit l'état, vous savez, la santé, un état de bien-être total, psychique, social et physique, ben, vous fumez du cannabis, ça fait un peu ça. Et si le cannabis n'est pas légalisé, c'est qu'on a tendance à dire que c'est pas bon pour la santé. Donc on voit qu'il y a une contradiction de fait. La santé, ça n'a rien à voir avec le bien-être. Ça n'a rien à voir avec le bien-être. Il y a même des situations qui sont opposées. Voilà. Alors ça, et c'est pas moi qui le dis, donc c'est un philosophe qui l'écrit et qui dit c'est une évidence, quoi. Et ce qui est étrange, c'est que c'est une évidence qu'ils n'ont dit. Alors, il y a d'autres définitions de la santé et de la santé mentale, hein, notamment un autre philosophe dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave, qui parle de design d'espèce, c'est-à-dire il dit que en fait, toutes les espèces sont censées pouvoir faire quelque chose qui leur permet de se perpétuer, c'est-à-dire de se reproduire, de pouvoir s'alimenter, etc. Donc le guépard, il va vite, le lion a des grandes dents, la vache peut manger de l'herbe. Si une vache tout d'un coup a un problème digestif, elle va mourir. Et nous, on a un gros cerveau et on pense, et on a des habiletés sociales.
Si on n'a pas ça, alors ben, on ne va pas pouvoir se reproduire et l'espèce. Et donc, du coup, quand on a une atteinte, quand un animal a une atteinte dans son design d'espèce, il est en mauvaise santé, par définition. C'est sa définition de la santé. Et c'est pas mal. En tout cas, c'est l'objet de discussion. Et donc, ça, c'est la santé. D'ailleurs, ça colle un peu avec notre définition intuitive de la santé. Hein. J'ai un problème de santé, c'est quand je suis pas au top, quoi. J'ai un problème de santé, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et donc un problème de santé mentale, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ma tête. Et ça va pas comment? Ça va pas par rapport au design d'espèce de ce qu'on devrait être. C'est ce qu'on voit dans la littérature. Donc bien-être, santé, alors mal-être. C'est vrai que dans la vie, il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est mal. Et en fait, alors où on gère ça tout seul, on se repose, on va au cinéma, alors on boit un coup, c'est un risque. Il y a un risque, ça peut marcher, mais ça peut faire le pire. Il y a des études là-dessus. Ou on appelle des amis. Donc quand on va mal, il y a en gros comme réponse le support social. D'ailleurs, il y a plein d'études qui disent que c'est ça le facteur protecteur de décompensation psychiatrique, en particulier pour le suicide, etc., etc. Le support social, donc familial, les amis, les collègues, etc. Et d'ailleurs, parfois c'est ritualisé, parfois dans le deuil. Donc, quand on perd quelqu'un ou quelque chose, en général c'est quelqu'un, un être cher, on est mal. On est mal et c'est pris en charge par la société. Il y a des congés qui sont prévus pour ça, même des tenues vestimentaires autrefois, enfin voilà, et donc on dit ah ben voilà, mes condoléances, etc. C'est un support social, en fait c'est une thérapie méga systémique, réalisée par des non-professionnels. Hein, et ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Et donc, ben voilà, et c'est pas médicalisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'il y a eu une tension dans le DSM sur la question de la médicalisation du deuil. Puisque vous savez qu'il y a la notion de deuil pathologique. En principe, c'est au-delà de 6 mois. D'ailleurs, on ne sait pas d'où c'est sorti ce truc. En principe, le deuil se terminerait en 6 mois. C'est quand même très... Si ça dure plus de 6 mois, alors il serait légitime de voir un psychiatre et qu'il vous prescrire un antidépresseur. Alors, on pourrait discuter de l'efficacité des antidépresseurs dans ce contexte, de l'usage du psychiatre, enfin, c'est pas l'objet. Mais on voit que, vous voyez, le deuil, c'est un mal-être qui normalement est géré et démédicalisé et dépsychiatrisé, mais ça frotte. Et lors de la constitution du DSM-4 et du DSM-5, il y a eu des débats très vifs sur le critère d'excès, parce qu'en fait ça a à voir avec la dépression. Donc, on peut être déprimé, mais si on a un deuil, alors on est, parce qu'entre une dépression et un deuil, c'est quand même très proche. Hein. D'ailleurs, entre nous, c'est la même chose. Hein. La dépression, comme on dit, c'est un deuil sans objet. On est comme dans un deuil, sauf qu'en fait, apparemment, on n'a rien perdu. Et Freud dira qu'on a perdu une partie de soi-même. Et que c'est le deuil de soi-même qui fait la dépression de la dépression. Je ne dis pas que c'est... Parce que Freud a dit, alors c'est vrai, mais c'est juste un éclairage. Hein. C'est un éclairage de ça. Donc on voit qu'il y a une proximité très proche. Et donc dans la définition de la dépression, il a fallu mettre... oui, mais si c'est un deuil, ce n'est pas une dépression. Bah oui, mais les gens ont dit, bah oui, mais si on perd son boulot, alors c'est un deuil, on a perdu quelque chose. Mais alors est-ce qu'on ne traite pas les gens qui ont perdu leur boulot? Enfin, vous voyez jusqu'où... voilà. Et ce problème est toujours réglé. Donc on voit quand même qu'il y a une mal-être. Ben oui, parfois c'est psychiatrisé, parfois ça ne l'est pas. Et c'est un peu socialement organisé. Alors après, souffrance. Alors c'est un peu le niveau supérieur du mal-être. Et malade. Alors, malade, ça aussi c'est intéressant, c'est que le mot
existe en français et pas en anglais. Il n'y a pas l'équivalent de malade en anglais. En anglais, il va y avoir patient, mais patient, c'est l'usager. Alors, il va y avoir I am sick, je suis malade, mais c'est pas la même chose. C'est pas, nous on dit c'est mon malade, vous voyez, alors qu'I am sick, c'est moi qui dis que je suis souffrant, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est pas un statut social, c'est une reconnaissance de ce que je suis. C'est pas la même chose. Donc on a vraiment un mot, d'ailleurs, qui les intrigue, les anglophones. Et c'est un mot fort, voilà, cette identité de malade. Et là, c'est un autre philosophe français qui l'a décrit le mieux, c'est Georges Canguilhem, qui dit que le malade, c'est celui qui se sent suffisamment souffrant pour ressentir le besoin de sonner à la porte d'un professionnel qui s'appelle le médecin. Et ça marche bien. Enfin, je vais faire l'hypothèse que nous avons tous été malades une fois dans notre vie. C'est vrai que par moments, on se sent vraiment pas bien du tout, et que même si vous avez des proches autour de vous qui s'occupent de vous, ça suffit pas. C'est vraiment, on appelle le 15, quoi, ou SOS médecin, ou alors votre médecin, quoi, parce que on sent que il y a une rupture. Voilà, il y a une rupture phénoménologique, c'est-à-dire je ne suis plus le même être humain, et c'est angoissant. C'est angoissant. Et donc c'est la rupture qui fait la plainte, qui fait le malade, et le médecin répond à la plainte. Ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Et puis après, il y a des maladies, mais les maladies, c'est juste des constructions que les médecins collent sur les malades pour faire leur job. C'est le malade qui existe, pas la maladie. Alors après, du coup, se pose la question d'organiser la médecine. C'est-à-dire comment on fait pour s'occuper des gens malades. Et là, c'est très intéressant quand on y regarde de près. C'est une situation très particulière. Regardons avec un regard sociologique comment on forme des médecins. Alors d'abord, derrière le malade, il y a la mort quand même. Hein. Dès qu'on est malade, et ça, je pense que dès qu'on est malade et dès qu'on rentre dans un cabinet médical, on réalise qu'on va mourir. La mort n'est jamais loin. Et même en psychiatrie, on a le suicide. Hein. On a le souhait de mourir. Il y a beaucoup de patients qui ont le souhait de mourir. Hein. Donc la mort est là. Et la mort chez les humains, c'est un truc particulier. C'est quelque chose de très fort qui est quasiment sacré, enfin qui relève du spirituel. Et donc on va trouver ça quelque part, alors, pas dans les études de médecine, hein, mais dans l'habitus, dans tout ce qui se passe à l'hôpital. La mort est partout à l'hôpital. Hein. D'ailleurs, je me souviens, lors de la création de la maison de Solesmes, en fait, les architectes avaient oublié le circuit pour faire sortir les morts du bâtiment. Vous voyez le lapsus, hein. C'est Madame Chirac qui a fait remarquer sur les plans, mais si quelqu'un est mort, comment on fait pour pas que tout le monde le voit, enfin, parce que qu'il sorte par là ou par là, ça fait un peu mauvais effet. Et donc, alors que la mort est partout, on a du mal à la prendre en charge, mais dans les études de médecine, même autrefois, on mettait les mains dans les morts. C'était d'ailleurs un rituel très fort. Hein. Donc, il y a ça. Et entre nous, dans les études de psychologie, il n'y a pas la même chose. Pas du tout. Hein. Et c'est pas rien. Hein. Alors, bien sûr, il y a les traitements. Donc, souvent médicamenteux, parfois chirurgicaux, qu'il faut apprendre. Et on les apprend alors beaucoup, et avec un savoir sous-jacent, un savoir qui va construire la pensée autour du malade, c'est-à-dire les maladies, et la pensée autour de l'efficacité des médicaments, la biologie. Donc on a de la biologie partout. On a 600 heures de cours de biochose, et qui vont construire un savoir autour de ce patient est malade, mais il est malade pourquoi et comment, comme ça.
Et donc, je vais le soigner comme ça. Et d'ailleurs, dès que vous rencontrez un médecin, il va être sympathique au début, etc. Mais très vite, il va poser un champ opératoire mental sur vous et il va regarder vos symptômes, vos signes, etc., etc. Et puis si vous dites, ah mais oui, mais ma belle-sœur, oui, mais votre belle-sœur, c'est pas ça, votre problème c'est, est-ce que vous avez un chat chez vous, et est-ce que vos boutons sont apparus 3 jours avant, 4 jours après, etc., etc., etc. C'est une pensée très opératoire, très opératoire. Alors, il y a aussi la question de l'urgence. En médecine, il y a des urgences. D'ailleurs, on l'entend aujourd'hui. Et gérer l'urgence, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire, il faut, en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes au maximum, vous devez prendre une décision qui engage la vie des gens. Il y a très très peu de métiers où on fait ça. Et on ne le fait pas qu'une fois de temps en temps, comme un pilote d'avion, on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, du coup, ça formate la pensée médicale. C'est-à-dire, la pensée médicale, souvent on dit en se moquant, c'est sous-cortical. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop penser. Il ne faut pas être envahi d'émotions. Il faut regarder les choses, immédiatement aller. On est conditionné par le fait que ça, c'est grave, ça, c'est grave. S'il y a ça et ça, alors on fait ça. S'il y a ça et ça, alors on ne le fait pas, etc. C'est la seule façon d'être opérationnel, très vite. Et quand on est externe, interne, donc pendant des années et des années et des années et des années, vous faites ça sans arrêt aux urgences à côté, en garde, etc., 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 etc. Donc c'est un conditionnement extrêmement fort. Là aussi, les psychologues ne sont pas du tout formés de la même façon. Pas du tout formés de la même façon. Alors, et après, il y a les maladies chroniques. Alors ça, c'est très embêtant pour un médecin. C'est très embêtant pour un médecin parce qu'il n'y a plus d'urgence. Parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, parce que les patients ne prennent pas leurs médicaments, parce que, etc. Et alors, c'est chiant, quoi. Et oui, vous savez aujourd'hui que la plupart des maladies sont devenues des maladies chroniques et que ça embête beaucoup les médecins et qu'en fait, on se rend compte que ce qui marche, c'est l'éducation thérapeutique et ça marche d'autant mieux qu'il y a moins de médecins. Donc, les études de médecine sont comme ça. Et en fait, en psychiatrie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. D'abord, on suit les mêmes études. Les psychiatres sont aux urgences. Quand ils ont été externes, ils ont été aux urgences somatiques. Hein, ils ont été. Et puis, il y a même aujourd'hui, il y a des centres hospitaliers où les psychiatres prennent des gardes somatiques toute leur vie. Donc il y a ce conditionnement persiste et il y a toujours la question de la mort, hein, la question des idées suicidaires, la décision en accueil aux adolescents. Enfin, aujourd'hui, un problème majeur, c'est l'adolescent suicidaire qui arrive aux urgences. Hein. C'est un problème qui occupe plein de nos collègues. Hein. Et puis on a des traitements aussi. Hein. On a des traitements. Alors autour de ça, en fait, ça conduit à ce que le psychiatre ait un statut social particulier. Et cela aussi, c'est sous-estimé et ça pose problème un peu aujourd'hui. C'est que, en fait, le médecin a un statut chamanique. Il y a une espèce de alors, c'est très inapproprié de dire une chose comme ça, parce que normalement, on se construit en opposition avec les gourous, les chamans, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est que du fait de son accès aux malades, à la mort, à la souffrance, etc., et que c'est son statut social de s'occuper de ça, alors le médecin a un statut un peu sacré. Et ça se sent. Vous voyez, ça se sent dans... C'est pour ça que quand vous dites « je vais voir un psychiatre »,« je vais voir un psychologue », ça ne fait pas le même effet quand on le prononce. Et c'est aussi pour ça qu'on ne prononce plus le mot psychiatrie. C'est son côté sacré qui dérange, parce que normalement ça ne devrait pas être sacré. Oui, mais ça l'est. Ça l'est. Et il y a, alors ça c'est dramatique, il y a une autorité médicale.
Voilà. Alors c'est dramatique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'autorité, c'est une catastrophe, qu'il y a le symbole du patriarcat et que dans l'imaginaire collectif, le médecin est un homme, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Mais dans l'imaginaire, la relation médecin-malade est une relation de patriarcat avec quelqu'un qui est en situation d'être dominé. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on entend aujourd'hui, les examens gynécologiques, etc. etc. Et je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est une réalité sociale. Et donc on dit c'est pas bien, il ne faut pas le patriarcat médical, c'est exagéré, etc. Il faut casser tout ça, il faut horizontaliser tout ça. Il y a un savoir expérientiel, les patients ils savent aussi, etc. Et tout ça est vrai, naturellement, tout ça est vrai. Sauf que c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai. C'est que en réalité, on a besoin d'une autorité médicale. C'est juste une évidence, quoi. Hein. Tous les jours, les gens disent oui, mais alors. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous qui décidez. C'est quand on fait la prescription, on est responsable, on décide, c'est autoritaire, on fait la prescription. Et si le patient dit je veux pas, alors on discute, hein, il y a une délibération, mais à la fin, c'est celui qui fait la prescription qui a gagné. Et parfois, c'est violent. Quand on décide de faire des sismothérapies, des électrochocs, c'est violent. C'est violent. Et on sait bien qu'il y a des fois, il faut le faire. Sinon, le patient a un risque vital. Vous voyez, et on retrouve la mort, l'urgence, la gravité, la violence. Il y a de la violence derrière l'exercice médical. Et quand vous voyez, quand on dit traditionnellement hein, qu'il y a eu une légitimation de la violence dans les sociétés occidentales progressivement, où la violence est sortie de la société pour être sanctuarisée chez les policiers et les militaires, on oublie les médecins. Quand vous prescrivez des séances de radiothérapie, quand vous faites une thoracotomie pour faire des pontages, ben, je vous garantis que c'est violent. Hein. Donc il y a une violence médicale, il y a une autorité médicale, bien sûr, elle est demandée. Or, elle est taboue aujourd'hui, elle est imprononçable. Et bien sûr, en psychiatrie, ça va être problématique, parce que l'autorité et la violence en psychiatrie, on a donné beaucoup avant. Et ça n'a pas été très bien. Et donc, il y a une tension entre une nécessaire remise en question, aujourd'hui, des soins de contention, voilà, des chambres d'isolement, etc., où on sait que c'est un vrai problème. Hein, c'est un problème, alors j'allais dire systémique, oui. Partout se pose cette question. Hein. Partout se pose cette question, et tout le monde sait que c'est pas bien. Mais le problème, c'est que comment il faut faire, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, parce qu'en fait, quelque part, nous sommes construits et on nous a demandé de nous construire en tant que sujet avec une forme d'autorité, sans s'en rendre compte. Et donc au moment où il faut dire « Ah ben non, on veut plus, il faut faire… » Ben oui, mais en fait, on a été construit comme ça. Alors, on en arrive aux psychothérapies. Et alors en plus, je voulais juste rajouter, ce qui est drôle, c'est qu'à la Société française de pédopsie, on a fait une étude l'année dernière sur comment la société voyait la pédopsychiatrie pour le second quart du XXIe siècle, à partir de l'année prochaine ou de l'année suivante. Eh bien en fait, c'était vraiment touchant. Tout le monde nous voit comme des figures d'autorité, sans le dire comme ça. Hein. Les juges, les psychologues, les familles de patients. C'est incroyable. On a été surpris, ça a été un choc. Hein. Ah oui, mais à la fin, quand même, c'est vous qui gérez les équipes et c'est vous qui décidez. On a besoin de… Alors, il faudrait quand même le dire socialement, quoi. Vous voyez, il faudrait pas se cacher. Alors, j'en arrive aux psychothérapies. Ben oui, alors de notre côté, effectivement, revenons à l'adolescent. C'est vrai que le soin numéro 1 de la souffrance psychique des adolescents, c'est les psychothérapies. Et c'est quasiment, on peut dire que c'est quasiment des données scientifiques, parce que, en fait, tout ce qui n'est pas psychothérapeutique, en particulier médicamenteux, c'est quand même d'un usage à limiter à une toute petite partie. Les médicaments sont utiles, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Un adolescent qui fait une entrée dans la schizophrénie, il a besoin d'un traitement antipsychotique, il n'y a aucun problème. Des adolescents hyperactifs de façon manifeste, un traitement par méthylphénidate va changer leur vie, il n'y a aucun problème là-dessus. Un adolescent déprimé, je pense que
au moins 80% des adolescents qui prennent des antidépresseurs, aujourd'hui, les prennent à tort. Le niveau de preuve des antidépresseurs chez l'adulte est faible, chez l'adolescent, il est ultra faible. Ultra faible. Et ça, c'est très compliqué. C'est qu'en fait, un jour, j'ai entendu un topo dans un congrès sur quelle est la prise en charge d'un adolescent borderline qui arrive pour un passage à l'acte vaguement suicidaire. Ben, le traitement, le seul qui aurait fait la preuve de son efficacité, c'est le méthylphénidate. Et pas les antidépresseurs sérotoninergiques, qui sont même susceptibles d'aggraver la situation. Pourquoi le méthylphénidate? Parce que souvent, il y a une impulsivité, etc., qui est associée, et en fait, ça peut aider. Alors, c'est ce que disent les études, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. Je dis ça parce que toutes les personnes qui ont prescrit des SSRI dans ces situations se disent, non, c'est cool, mais ça nous incite à réfléchir à l'usage des médicaments. Hein, et ça, j'en suis persuadé que nous prescrivons trop de tertians et de tous ces équivalents et d'antidépresseurs sérotoninergiques en pédopsychiatrie. Hein, et je ne suis pas le seul à penser ça. Donc les psychothérapies sont au centre. Alors, psychothérapie, le problème c'est qu'il y a des psychothérapies et que c'est même, en fait, c'est un océan. C'est un océan parce que rien que, en fait, je vais utiliser un mot qui d'habitude n'a rien à voir, le management d'une équipe qui en pédopsie, avec les adolescents, à mon point de vue, c'est 50% du soin. Hein. C'est la gestion d'une équipe. Faire que ça ne part pas en vrille, parce qu'ils sont très forts pour faire que tout part en vrille. Et donc, il faut que l'équipe, comme une fois, c'est un collègue qui m'a dit ça, sa secrétaire lui a dit un jour, c'est le lien qui fait soin. C'est-à-dire, c'est notre lien à nous en tant qu'équipe qui fait le soin. Je trouve que c'est très beau, c'est très économique, c'est très beau. Ben ça, on peut appeler ça une thérapie institutionnelle. Hein. C'est très compliqué, parce qu'on dit c'est du management, ouais, mais c'est pas comme à l'usine. Hein. C'est très compliqué de gérer une équipe de soignants qui ont tous des métiers différents et qui vont s'occuper d'adolescents qui vont pas bien. C'est vraiment un métier... et on ne l'apprend pas vraiment en tant que tel. Hein. Et là aussi, dans notre étude qu'on a faite, tous les collègues nous ont dit qu'ils regrettent de ne pas avoir été formés à la gestion d'équipe, et au sens très large. Hein. Donc il y a la question de l'institution. Alors après, il y a des psychothérapies, mais quand vous recevez un patient en urgence, à côté, pour une tentative de suicide, ben, le psychiatre qui va se déplacer pour accueillir l'adolescent, sa famille, et qui va avoir un entretien d'1 heure, ben, c'est un entretien psychothérapeutique. Voilà. C'est pas une cure analytique, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est, je suis face à une famille, on discute, et je vous garantis que c'est dense. En 1 heure, c'est fort. Hein, parce qu'il s'est passé quelque chose de fort. Et donc, c'est un catalyseur de mouvement psychothérapeutique. Et ça ne s'apprend pas en tant que tel, vous voyez. Hein, la consultation thérapeutique de rencontre avec l'adolescent aux urgences, ben, c'est une forme de psychothérapie. Alors, et puis après, bien sûr, il y a les psychothérapies en général, c'est-à-dire l'adolescent, ben, on a fait le diagnostic, c'est à l'état limite, il est déprimé ou pas. Ben, il y a des thérapies structurées d'adolescents état limite et des thérapies structurées d'adolescents déprimés. Il y en a plein d'ailleurs. Hein. Alors, dans les quelques instants qui nous restent, rentrons dans le détail de ces thérapies. Eh bien, vous voyez bien qu'en fonction du contexte, en fait, ben, selon qu'on est formé plutôt comme un psychiatre ou plutôt comme un ou une psychologue ou un IPA ou un infirmier, ou même il y a des travailleurs sociaux aujourd'hui qui sont formés à des formes de thérapie, et il y a plein de pays où c'est normal, hein, eh bien, on ne va pas être thérapeute exactement dans la même situation. Justement parce que, ben, je disais, ben, la rencontre avec l'adolescent suicidant aux urgences, ça c'est un truc de médecin. Alors, pas que.
pendant longtemps, encore pour quelques mois, je m'occupe du pôle des urgences et compagnie à la Fondation Vallée, où il y a une unité de crise avec un psychologue très expérimenté, et lui, il sait faire ça. Voilà, il sait faire ça. En fait, c'est pas ses études qui l'ont formé à ça. Ses études l'ont formé à exercer un métier en général, et ses 15-20 ans de pratique lui ont donné une épaisseur et une connaissance de la clinique qui est extraordinaire, et il est très fort. Enfin, c'est un clinicien très fort qui est un thérapeute dans la crise, dans l'urgence. Il n'y a pas de différence avec un psychiatre. Il n'y a pas de différence. Mais vous voyez, il a fallu du temps pour qu'il intègre cette expertise. Alors que pour un médecin, du fait de son statut et de son expérience, ça va arriver naturellement beaucoup plus vite. Donc en fait, il y a plein de situations thérapeutiques où l'enjeu psychothérapeutique était important, mais il ne se décline pas de la même façon. Et alors, il ne va pas se décliner de la même façon selon qu'on est psychiatre ou psychologue, mais, et ça on le dit moins, selon qu'on est une femme, un homme, un vieux ou un jeune. Et ça, pourtant, c'est juste évident. C'est juste évident. Alors, avec les adolescents, c'est évident au carré. C'est que, d'abord, l'adolescence, c'est quand même la rencontre avec la sexualité. Donc, si vous avez un adolescent en face de vous et que vous êtes un homme ou une femme, ça ne fait pas le même effet. C'est juste... Enfin, et c'est curieux parce qu'on n'en parle pas tant que ça, j'ai l'impression. On dira, bah ouais, tu vas le voir, bah ouais, mais bon... Et puis selon qu'on est jeune ou qu'on est vieux, ça aussi, on n'en parle pas tellement, mais j'ai le luxe de pouvoir raconter mon expérience entre le début et la fin. Je vous garantis que mes rapports avec les adolescents n'ont absolument rien à voir aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est pas une question d'expérience, c'est une question de distance intergénérationnelle. C'est que c'est apaisé. Vous voyez, j'ai une figure de grand-père pour un adolescent. Donc il n'y a pas d'enjeu de sexualité, il n'y a pas d'enjeu oedipien, il y a une position un peu sécure de grand-père, à qui on peut dire des choses. Je vous garantis que ça change la vie, quoi. Et voilà. Or, ça aussi, c'est un peu pas un tabou, mais c'est un non-dit. Il commence à y avoir des études, en médecine en général, sur l'effet de l'âge, sur l'efficacité des thérapeutiques, l'effet du genre, sur l'efficacité des thérapeutiques. Même est-ce qu'un chirurgien femme, c'est aussi efficace qu'un chirurgien homme, etc. On a des surprises sur les résultats. Voilà, il reste quand même un petit peu de temps pour qu'on puisse échanger. C'était ce que j'avais en tête pour vous raconter ce soir. Merci beaucoup.